Bonjour à tous et bienvenue sur la pause Willange. Je suis Gwenaëlle et je suis heureuse de vous accueillir sur ce podcast qui est sous forme d'interview où j'échange avec des personnes passionnées, inspirantes et motivantes autour de sujets divers. Bonjour Nathalie et bienvenue sur le podcast La pause Willange. Je suis heureuse de t'accueillir ici. Donc Nathalie, tu es passionnée de thé et d'écriture. Et j'aimerais, si c'est possible, que tu te présentes ça un peu à nos auditeurs. Donc je suis Nathalie et j'ai une double activité. Je suis consultante en communication digitale dans le monde du livre. Et à côté de ça, j'ai une activité où je fais des dégustations de thé et notamment un atelier dédié au thé et à l'écriture. Ça me permet en fait de lier mes deux passions. Super, merci Nathalie. Alors, déjà j'avais une première question par rapport à l'activité que tu fais, notamment sur les ateliers et l'écriture. Je voulais savoir tout simplement d'où venait ta passion pour le thé et l'écriture. Alors ma passion pour l'écriture, elle remonte, je pense, à l'enfance, où moi j'ai beaucoup aimé lire et pour moi ça a été en fait le livre un moyen de m'offrir en fait vraiment des moments pour moi, des moments d'évasion. Où j'étais vraiment dans ma petite bulle et puis de découvrir des nouveaux mondes et ça m'a toujours j'ai toujours aimé lire. J'ai fait des études d'histoire de l'art avec en parallèle au début des études de lettres modernes et en fait j'ai pas du tout aimé décortiquer les livres. Autant décortiquer un tableau ne me posait pas problème, autant décortiquer les livres, j'aimais pas ça, j'avais l'impression qu'ils perdaient leur charme, leur âme. Donc mais j'ai gardé ce goût pour la lecture et puis après j'ai travaillé effectivement dans le domaine du livre, en librairie, dans le marketing, le commercial, la communication, en ayant toujours aussi à côté cet intérêt pour l'écriture, mais c'est peut-être quelque chose que je m'autorisais pas forcément. Écrire et j'ai suivi un atelier d'écriture à un moment donné et ça a vraiment été une révélation et j'ai beaucoup aimé en fait ce moment qu'on partageait tous de création, de créativité et je trouve que le groupe aide à franchir le pas parce qu'on est tous dans le même bain et puis on doit lire ce qu'on a écrit, donc il y a une bienveillance aussi généralement dans ces groupes, en tout cas quand l'animateur fait bien les choses. J'ai suivi pendant 3 ans en fait des ateliers d'écriture, notamment avec Aleph Écriture. Et puis après, en fait, quand j'ai refait une formation en communication digitale, on me demandait, pour montrer un peu mes compétences, de faire un blog. Donc je me suis dit que j'avais envie un peu de sortir du livre et j'ai décidé de faire un blog en fait sur le thé parce que c'est une passion que j'avais depuis très longtemps. Et que j'avais jamais vraiment creusé. En fait, à un moment donné de ma vie, je suis allée vivre en Italie et c'est en Italie que je me suis rendu compte que le thé me manquait parce que je trouvais pas comme à Paris tous les comptoirs de thé. J'étais à Turin, il n'y avait pas cette richesse. Alors il y avait le plaisir de prendre le café à l'italienne debout au comptoir le matin, mais il n'y avait pas cette pause que permet le thé. Et donc je me suis dit tiens, c'est l'occasion d'approfondir. Et là, je me suis vraiment intéressée. J'avais commencé avant un peu à fréquenter les comptoirs de thé et puis à chercher effectivement une meilleure qualité que ce que on consomme généralement en France, c'est-à-dire du thé en sachet qui est en fait un peu de la poussière de thé et qui n'est pas forcément de super bonne qualité. Et donc, je m'y suis intéressée, je me suis prise au jeu. Je suis allée rencontrer beaucoup en fait, de personnes dans les comptoirs de thé, beaucoup de passionnés. Et j'ai trouvé ça d'ailleurs très intéressant et donc j'ai continué de faire mon blog en fait une fois la formation terminée et j'ai commencé à recevoir des demandes en fait pour faire des dégustations de thé en entreprise et je me sentais pas légitime et du coup j'ai décidé en fait par Karine Baudry qui a créé la quintessence du thé en fait et qui fait des formations et des voyages. J'ai commencé un peu à assister à ces ateliers et elle a fait un voyage en Inde auquel je suis allée pour aller dans les plantations pour comprendre un peu tout le processus de fabrication et puis pour voir un peu comment c'était fait. Moi en bonne française effectivement quand je bois du vin je peux voir un petit peu des paysages
Et avec le thé, je n'avais pas du tout cette dimension-là. Je ne savais pas comment c'était. Donc, j'y suis allée. Et puis après, j'ai franchi le pas. J'ai commencé effectivement à faire quelques ateliers. Et mon idée, c'était vraiment de faire découvrir le thé de qualité, puis de faire un parallèle avec le vin, avec les grands crus, les histoires de terroir, l'influence du climat, etc. Et en fait, je cherchais un moyen de faire le pont entre l'écriture et le thé, parce que pour moi, tout ça, c'est vraiment lié à des émotions. Et un jour, en fait, j'étais en train de relire Proust et je suis tombée sur le passage sur la Madeleine. Et je me suis dit, mais oui, c'est ça, en fait, c'est vraiment cette puissance évocatrice, en fait, que peuvent avoir les odeurs, les parfums, les goûts, et qui vont faire que mais les souvenirs olfactifs, ils résistent au passage du temps. Et je me suis dit, le thé, notamment les grands crus, vont très bien se prêter effectivement pour accompagner une séance de créativité, puisque en fait on va vraiment se reconnecter à soi, à des souvenirs, à des sensations, et ça permet de se reconnecter à ses émotions en fait. Et donc c'est ça qui m'intéressait, et donc j'ai monté cet atelier, et puis voilà. C'est super intéressant. Et c'est vrai que justement, les notes qu'on va avoir en bouche peuvent nous rappeler des souvenirs. Et je suis totalement d'accord avec toi que lier l'écriture au thé, c'est intéressant. Et après, j'aurais d'autres questions à te poser sur ton voyage en Inde. Mais d'abord, justement, je voulais parler de ton atelier. Parce que ton atelier, je l'ai suivi pendant le confinement. J'ai été curieuse de découvrir cet atelier thé-écriture. Et alors l'écriture, j'ai déjà essayé d'écrire, mais pas plus que ça. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter l'expérience. Et en fait, j'ai eu une belle surprise en faisant l'atelier avec toi, parce que j'avais peur de pas pouvoir écrire. Et en fait, pas du tout. Je me suis sentie hyper bien, hyper à l'aise. Et j'ai trouvé que ça hyper intéressant, et on a pu partager et se dévoiler un peu à travers cette écriture. Et justement, je voulais savoir un peu par rapport à ces ateliers, comment tu arrives à mettre les gens un peu en confiance par rapport à ça, et est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir des personnes qui bloquaient complètement ou pas du tout? Alors en fait, quand je commence l'atelier, moi j'explique aux gens que on est là pour passer un bon moment, qu'il n'y aura pas de jugement. Quand quelqu'un va lire sur le texte qu'il a produit, en fait, on va faire des retours sur la forme, mais pas sur le fond. Pas sur le fond dans le sens, pas sur l'idéologie. On ne va pas juger si c'est bien de parler de ça ou pas. C'est ce que chacun a choisi d'écrire. Voilà. Et jusqu'ici, je n'ai pas eu de personnes qui aient des blocages. Alors, il y a des gens qui sont plus à l'aise que d'autres avec l'écriture, mais je vois toujours une évolution. Généralement, je fais 3 ou 4 propositions d'écriture, et je vois que petit à petit, les gens, les gens osent écrire et puis se lâchent. C'est plutôt ça, se lâchent. Et puis, en fait, ils voient aussi les uns et les autres qui sont tous dans le même bain, qu'il faut tous qu'ils lisent leur texte et puis que ça se passe bien. Et dans les groupes, j'ai très souvent une personne qui est très bienveillante et qui inconsciemment peut-être m'aide aussi par sa bienveillance à ce que ça se passe bien. Après, je pense que moi, pour avoir testé plusieurs ateliers d'écriture, ça vient aussi de la personnalité de l'animateur. Moi, je laisse les gens très libres, je fais une proposition d'écriture. Parfois, ce qui est écrit est très loin de la proposition que j'ai faite. C'est pas grave, l'essentiel c'est que les gens ils produisent quelque chose, enfin ils produisent, le mot est pas joli, qu'ils arrivent à écrire quelque chose. Moi, je m'en fiche si par rapport à ma proposition c'est très loin. Et puis, ce qui est très joli, je trouve, c'est aussi que en fait, moi, j'avais pas eu ça dans les ateliers d'écriture classique que j'ai fait, où on s'appuie sur un texte ou parfois une image. Mais là, avec le thé, en fait, ça fait appel à des sensations, à des émotions. En fait, l'olfactif,
le goût, c'est vraiment des sens qui vont pas passer dans le cerveau par des zones d'analyse, mais qui vont directement dans les zones d'émotion. Et donc ça permet aussi de se reconnecter à soi et à des émotions. Donc c'est un peu peut-être l'inconscient qui va parler. Et très souvent dans des textes avec un même thé, je trouve des points communs. Par exemple, il y a une note de chaleur, je pense à du Dian Hong, qui est un thé noir, un grand cru, qui a des notes très chocolatées, puis qui a vraiment une note de chaleur, qui est très boisée. Eh bien, une fois dans l'atelier, il y avait 3 textes. Il y a une personne qui était au coin du feu, une autre qui se faisait dorer la pilule au soleil, et une autre qui se sentait bien, c'était en hiver, elle était au chaud, et ça venait du thé. Et du coup, ça crée aussi des parallèles, en fait, enfin des ponts entre les personnes. Un thé qui a une note de foin aussi, on va le retrouver dans les textes. Et les gens le remarquent, en fait. Donc ça crée un petit peu des ponts entre eux. Mais justement, pendant l'atelier, moi je me souviens qu'on avait dégusté du puert. Et justement, on retrouve ce côté un peu champignon, je dirais, dans ce thé. Et les participants, justement, évoquaient ce côté dans les bois, feuilles éparpillées au sol. Enfin, il y avait ce côté un peu boisé et champignon qui ressortait. C'est vrai. Et oui, et le fait, en fait, de déguster la même chose aussi, je pense que ça crée un effet de groupe. Et il y a aussi une petite curiosité de voir ce que les autres vont avoir ressenti dans le thé. Moi, je leur demande pas du tout d'analyser les arômes, les saveurs. C'est pas le but de l'atelier. Le but de l'atelier, c'est vraiment de se laisser porter, en fait, par ce thé, ce qu'il évoque. Une fois, justement, avec un puer, je me souviens d'une femme, en fait, elle s'est retrouvée dans une écurie quand elle était jeune et qu'elle faisait du cheval. Ça lui a rappelé ces souvenirs-là. Et c'était très joli de voir ce que ça pouvait réveiller. Et du coup, en fait, pas besoin d'être un grand connaisseur en thé ou d'être... Non, en fait, peut-être même d'ailleurs qu'un grand connaisseur en thé, il se laissera moins aller. Il essaiera peut-être plus d'analyser, de trouver, tiens, est-ce que c'est une note boisée, est-ce que, tiens, cette note de fleur blanche, est-ce que c'est du chèvrefeuille, est-ce que c'est... etc. Alors que quelqu'un qui s'y connaît pas forcément... par contre, ça demande des thés, effectivement, de qualité, qui vont avoir, effectivement, plusieurs notes qui vont s'enchaîner, qui vont être bien structurées. Ça demande effectivement d'avoir des thés qui sont quand même assez exceptionnels. Et je me posais la question, est-ce que tu as dans l'idée de développer d'autres ateliers autres que l'écriture et le thé ? Alors en fait, les ateliers que je fais, je les fais en entreprise. Et soit je fais un atelier thé sous forme de team building, donc ça c'est plus avec les RH, où je peux faire effectivement un petit quiz où les gens par équipe, en fait, ils vont déguster des thés et puis il faut qu'ils devinent ce que c'est en sentant des mouillettes aussi, etc. Ou soit je fais des ateliers découvertes aussi pour des petits groupes. Ça peut être effectivement dans le cadre d'incentives pour remercier une équipe, ou ça peut être avec les RH qui souhaitent proposer un atelier aux salariés, et dans ce cas-là c'est souvent des ateliers découvertes du thé. Et puis parfois je suis missionnée par des agences. Dernièrement j'ai fait dans le cadre effectivement de une agence de communication qui voulait faire la promotion de Hong Kong. J'ai fait un petit atelier thé où les gens ils assistaient à différentes conférence sur Hong Kong. L'idée, c'était effectivement de promouvoir la ville autour d'entreprises pour leur donner envie de s'y installer. Donc moi, j'aurais fait un petit atelier thé et c'était très sympa parce que j'avais des personnes qui avaient beaucoup voyagé en Asie et donc qui me parlaient des différents thés qu'ils avaient dégustés. Il y en a d'autres qui découvraient ça complètement. Dans le lot, il y avait des Chinois qui étaient un peu surpris que ce soit une Française qui fasse déguster les thés. Et dans les thés que j'avais pris, choisi un Anxi Tiguanyin, qui est un des grands crus chinois. Et en fait, j'aurais fait goûter, j'étais très contente parce que quand ils ont goûté le thé, j'ai senti que j'étais crédible à leurs yeux. J'étais rassurée aussi. Super. Donc je fais des ateliers qui peuvent être très variés. J'ai fait une fois dans une mairie un atelier bien-être où j'expliquais à des petits groupes en une demi-heure comment se faire un petit moment pour soi autour de sa tasse de thé, pour faire une vraie pause où on se reconnecte. En entreprise, c'est pas toujours facile, on n'a pas toujours un espace pour ça, mais juste de s'accorder un moment, de se faire un petit rituel en fait autour de sa tasse de thé,
Voilà, ça peut prendre des formes en fait très diverses selon les besoins. Alors je vois que tu t'y connais beaucoup en thé. J'aimerais savoir en fait comment tu t'es formée sur le thé, comment tu as appris tout ça. Alors en fait, moi je me suis beaucoup formée en dégustant, en discutant avec des vendeurs de thé qui étaient passionnés. Et je me suis formée aussi beaucoup auprès de Karine Baudry, qui a donc fondé la Quintessence du thé et qui est experte en thé, qui travaille depuis très longtemps dans le thé, qui a une formation d'aromaticienne et qui a un nez vraiment exceptionnel. Elle travaille avec des chefs étoilés pour faire des accords, elle leur fait des cartes de thé, etc. Et puis elle va sourcer des thés en Asie. Donc je me suis formée auprès d'elle, c'est grâce à elle que j'ai fait le premier voyage en Inde. Et puis elle fait régulièrement des ateliers justement pour former les gens. Elle est passionnée par le thé, le Darjeeling, donc pratiquement tous les ans elle fait un atelier auquel j'assiste. Et puis c'est en dégustant aussi des thés très variés qu'on se forme. Et moi je me suis rendu compte que en fait quand on commence à s'intéresser comme ça au thé, moi ça m'a enrichi aussi pour la dégustation du vin. Je vais prendre un exemple. Au début dans le thé, la note minérale, j'avais beaucoup de mal à la déceler. On me disait qu'il y avait une note minérale, je n'arrivais pas à comprendre ce que c'était. Et un jour j'étais à Cassis et je goûtais un vin blanc de Cassis. Et quelqu'un a dit qu'il était très minéral et tout de suite en fait j'ai vu des thés, j'ai pensé à des thés que j'avais dégustés où on me disait qu'il y avait la note minérale et je me suis dit ça y est, j'ai compris. T'as fait le rapprochement. J'ai fait le rapprochement et du coup ça a enrichi pour tout ce qu'on peut déguster. Quand je déguste du vin, du coup ça m'a enrichi. Et après on fait plein de ponts qui sont fabuleux, je trouve. C'est ça. Mais tu vois, par exemple, le vin et le thé, moi je trouve que c'est deux produits similaires. Ils ont tous les deux des cépages différents, une production qui va être différente, qui va donner un certain goût, certains arômes, certaines notes au thé et au vin. Oui, et ce qui est très curieux en France, alors bon, c'est un petit peu en train de changer quand même, mais c'est que justement avec cette culture du vin, avec cette culture de la gastronomie qu'on a, on est quand même un des seuls peuple qui, à la fin d'un repas le dimanche midi, le ventre plein, est en train de parler de ce qu'il va manger le soir. Voilà, mais on a cette culture-là, et pourtant, on n'a pas réussi pour le thé à développer, alors qu'on a quand même un palais, inconsciemment d'ailleurs, mais avec le vin quand même, on a des habitudes un petit peu de dégustation, mais qu'on n'a pas avec le thé, parce que voilà, on a cette habitude du thé en sachet, et du thé en sachet qui coûte vraiment pas cher. Donc un thé de qualité, ça veut dire qu'il y a un travail derrière, ça a un coût. C'est comme un bon vin, même si c'est pas parce qu'un thé ou un vin est cher que ça veut dire qu'il va être bon, là-dessus on est bien d'accord, mais on n'a pas cette habitude, alors qu'un bon thé en plus, on peut l'infuser plusieurs fois. Et si on fait le rapport de ce que coûte un litre de thé par rapport à un litre de vin, un litre d'un grand cru souvent coûtera moins cher. Et on pourra l'infuser en plus plusieurs fois, même si on ne fait pas un litre de thé d'un coup, ça n'a pas de sens. Mais effectivement, un bon thé, il se réinfuse, et puis au bout d'un moment, il y a de l'amertume, au bout d'un moment, il n'a plus rien à dire. Ça, c'est normal, mais c'est aussi comme ça qu'on voit la qualité d'un thé. En moyenne, on peut l'infuser combien de fois, un bon thé ? En fait, si on le fait, en Chine, on dit que c'est en gong fu sha. Donc c'est l'art de préparer le thé. En fait, on fait des infusions très courtes et concentrées dans des kaiwan. En fait, c'est du matériel spécial avec un petit couvercle. Il y a des grands crus qu'on peut infuser 7-8 fois. Après, ça dépend aussi de comment on apprend petit à petit à bien maîtriser les temps d'infusion. Mais c'est intéressant en fait quand on le fait comme ça, parce que à chaque infusion, c'est des notes différentes qui vont s'exprimer, mais un thé qu'on infuse 3 fois, c'est déjà bien. Après, on est d'accord, c'est 3 fois, mais dans la même journée, on garde pas son thé une semaine. Parce qu'en fait, il va continuer. En fait, il continue de. En fait, quand on l'infuse, il y a plein de notes qui sont très volatiles. Donc ça va s'envoler très rapidement. Et moi j'aimerais revenir maintenant sur ton voyage, parce que je trouve ça hyper intéressant, et j'aimerais que t'en dises plus en fait sur ce voyage.
depuis ton départ. Donc pourquoi tu es allé là-bas, qu'est-ce que tu as découvert là-bas, et quand tu es revenu, comment tu t'es sentie, enfin, qu'est-ce que tu as appris de ce voyage? Alors, c'était un voyage, c'était un moment pour moi vraiment exceptionnel, une parenthèse enchantée. Donc, c'était un voyage en fait qui était qui était organisé par Karine Baudry et Nathalie Gita Babourage, ou je peux dire Nathalie de Doc La Luna, qui effectivement fait beaucoup de yoga. Donc, en fait, c'était un voyage qui était vraiment centré sur le thé et le yoga, avec une dimension très forte accordée à la partie olfactive, où on a sorti des mouillettes tous les jours. On s'est retrouvés un jour au Taj Mahal et dans un coin des jardins. On s'est fait une petite séance d'olfaction. C'était vraiment fabuleux, et c'était en 2017, et à l'époque à Darjeeling, comme ça arrivait plusieurs fois, il y avait des grèves et on ne pouvait pas aller au cœur de la ville comme c'était prévu au départ. Donc on est allé au Népal, et d'ailleurs c'était aussi très très bien parce qu'on est allé dans une toute petite plantation où Karine connaissait très bien la personne, Purna, et on a partagé un déjeuner avec la famille. Et puis on a pu voir après les différentes étapes de la transformation. On est allé aussi visiter une autre factory, et pour moi c'était vraiment un bonheur, et ça je le conseille à tout le monde, c'est de visiter une plantation de thé et d'aller dans la factory, parce que quand les feuilles ont été récoltées, quand en fait ils étalent les feuilles pour le flétrissage, il se dégage des odeurs absolument incroyables, mais c'est un pur bonheur. Et puis bon, il les brasse, et l'idée effectivement c'est de faire baisser le taux d'humidité des feuilles, puisque après il va falloir les conserver puis les transformer. Et si vous avez l'occasion de visiter une factory, c'est vraiment une expérience absolument incroyable. Et puis de pouvoir voir effectivement les différentes étapes, de pouvoir discuter aussi avec ses producteurs, de déguster sur place. Ça c'est fabuleux aussi, de voir la plantation. Moi il y a un thé du Népal qui s'appelle le jasbir, un thé blanc, et j'adore quand je le bois, parce que j'ai la même chose que je peux avoir avec du vin, c'est que j'ai des paysages auxquels associer ça. J'ai un autre sens en fait qui vient compléter ça. Et c'était de voir effectivement comment le thé est cueilli, comment il est récolté, d'avoir cette immersion totale en fait. C'était vraiment vraiment fabuleux. Et puis de voir en Inde toutes ces couleurs en permanence. On est allé à New Delhi dans le marché des épices. Ça aussi c'était une expérience incroyable de voir plein d'épices et plein de choses qu'on ne connaît pas. On est un petit peu dérouté, et puis il y a tellement d'odeurs, mais c'est vraiment merveilleux. Et ça m'a vraiment en fait confortée dans l'idée déjà que j'aimais beaucoup le thé, et puis que c'était vraiment un produit incroyable, et tout le travail qu'il y a derrière dont on n'est pas forcément conscient en France, mais comme pour le vin, des fois on regarde juste le prix, alors que c'est tout le travail qui va être fait derrière. Donc moi ça m'a vraiment parce qu'en fait on peut lire des choses sur les différentes étapes de transformation, mais de le voir et puis de comprendre que effectivement vous allez lire qu'un thé noir il est dans un four à telle température, on le fait chauffer tant de temps, et puis en fait personne ne fait forcément le même temps. Puis c'est beaucoup au nez que les tea masters ils vont évaluer, et puis c'est selon le taux d'humidité dans l'air. Il y a plein de facteurs qui vont rentrer en ligne de compte et qui vous font comprendre que oui, c'est beaucoup de l'humain derrière. Et du coup, déjà ça donne envie d'y aller. J'y suis jamais allée en Inde, mais c'est vrai que ça donne envie. Et quand tu es revenue de ce voyage, qu'est-ce que ça t'a apporté en plus de ce que tu avais déjà avant de partir? Alors moi, ça m'a vraiment confortée dans l'idée que j'avais envie de faire quelque chose avec le thé. Et puis, moi, j'ai eu des émotions très très fortes là-bas. Je ne sais pas si ça se dit dans un podcast ou pas, mais avec mon compagnon, c'est là-bas qu'on a décidé de se marier. C'est beau. Pour moi, il était avec moi, et ça reste un moment incroyable qui... c'est magique. Qui est magique. On était dans un temple bouddhiste devant un coucher de soleil, donc et c'était le jour de Diwali en fait, qui est la fête des Lumières.
Donc c'est un moment très chargé. Les thés qu'on a bu à ce moment-là, c'est des thés qu'on essaie de reboire de temps en temps, alors qu'ils ne sont pas toujours disponibles évidemment, mais qui pour nous sont... Et du coup, le goût te rappelle ce merveilleux voyage et tous les souvenirs tous ces moments-là. Et puis, moi j'aime bien discuter avec des gens qui fabriquent des choses. Je trouve que c'est toujours super intéressant. Je suis allée il y a 3 ans, oui maintenant ça fait 3 ans, à Java, et on avait visité une petite plantation de thé où ils étaient très gentils. Le thé était pas bon du tout, mais ils étaient tellement gentils, ils nous ont fait participer. Ils faisaient du thé vert en fait, et la dame elle le chauffait les feuilles elle les chauffait dans un wok avec un bâton en bois, et puis elle a compris que ça m'intéressait vraiment, donc elle m'a assise sur le wok pour que je mélange les feuilles, et c'était un super moment de partage avec eux. Par contre, quand on a bu le thé, j'ai été un petit peu déçue. Alors effectivement, ils récoltaient toute l'année, donc forcément les feuilles de thé, elles n'avaient pas le temps de vraiment se recharger en composants aromatiques. Mais ils étaient charmants, et puis je trouvais ça super de discuter avec mais comme en France on peut discuter dans le vignoble avec le vigneron, et qui va vous expliquer comment il fait son vin. On fait pas d'assemblage dans le thé, mais je trouve que c'est toujours beau de voir ces moments de création, puis d'être dans la nature comme ça. C'est fabuleux. Et puis ça reste une super expérience que oui. Tu as vécue. Est-ce que ce genre d'expérience est accessible à tout le monde ? Comment tu pourrais guider les auditeurs qui sont intéressés par ce genre de voyage, découvrir des thés, des plantations ? Comment tu pourrais les guider ? Alors, effectivement, aller en Asie, ça a un coût. C'est une chose à prendre en compte. Après... En fait, moi, le voyage que j'avais fait avec Karine Baudry, c'était un voyage avec une experte en thé, et on avait effectivement les producteurs de thé qui nous parlaient, mais Karine aussi nous donnait d'autres renseignements. Donc moi, j'étais dans les conditions évidemment idéales. Après, c'est toujours émouvant quand on va en Asie, de pouvoir visiter une petite plantation de thé. Moi, je conseillerais d'éviter de visiter peut-être les grosses factories où ce ne sera pas forcément des produits qualitatifs, ce ne sera pas forcément en plus des récoltes manuelles. Mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de voyages spécialisés dans le thé. Là, moi, je suis en train de regarder en fait pour partir au Vietnam ou au Cambodge, et effectivement, on est en train d'essayer de voir si on ne peut pas visiter une plantation de thé dans le nord du Vietnam. Tu prévois sur ton itinéraire le stop thé et plantation. Exactement, mais j'ai pas envie d'être dans des grosses factories où c'est très industriel. Je trouve que c'est sympa aussi la rencontre qu'on peut avoir avec des personnes qui ne vont pas forcément parler bien anglais, avec qui la communication ne sera pas forcément facile, mais où il se passe il y a plein d'autres moyens de communiquer. C'est ça, et des fois c'est comme ça qu'on crée encore plus de liens, je trouve. Oui. Alors du coup maintenant on va passer aux questions auditeurs. Nathalie, j'ai 2 questions pour toi. Alors, la première, ça va être la question de Marie. Marie nous demande comment tu organises des ateliers. Pour créer un atelier, il faut avoir envie de partager peut-être avant tout quelque chose, et puis essayer effectivement de structurer une séance avec différents moments, et de bien penser aussi à son timing, et puis à ce que ce qu'on propose au départ corresponde à ce que les personnes auront à l'arrivée. Ça, c'est très important. Et puis, je pense qu'il faut avoir une idée aussi au départ. Bien sûr, c'est par ça qu'il faut commencer, avoir une idée d'atelier. Et après, effectivement, bien la structurer, puis bien maîtriser le temps aussi. Ça, quand on fait un atelier, c'est très important. Et ce qui est aussi très important, c'est de trouver les personnes qui vont participer. Effectivement. Est-ce que tu te souviens, toi, de ton premier atelier en tant que de divinité thé et écriture? Tu t'en souviens ou pas? Oui, parce que je l'avais fait, c'était peu de temps avant le confinement, avant le premier confinement en fait. Et j'avais juste 4 personnes
mais c'était très bien pour le premier atelier. Et en fait, oui, voilà, j'avais juste 4 personnes, dont une personne qui était assez aguerrie aux ateliers d'écriture et une autre personne que justement j'avais rencontrée pendant ce voyage en Inde et qui voulait écrire depuis très longtemps et qui, en fait, ça a été très amusant. Il y a un poème qui lui est venu de manière très spontanée et c'était en fait sa forme d'écriture. Et pour elle, ça a vraiment été un déclic. Ça faisait longtemps qu'elle voulait écrire, ça l'a aidée à franchir le pas. Et après, elle a publié un recueil de poésie aux éditions Sénent. Et elle s'appelle Nathalie Legendre. Et après, elle a participé plusieurs fois à l'atelier, mais c'était vraiment voilà, un très très beau moment. Et puis de la voir s'épanouir, c'était très, très sympa. Et en fait, si je réfléchis, le tout premier que j'avais fait à la maison une séance d'essai en fait, avec des cobayes, et j'avais demandé à des amis de venir accompagner d'un ami que je ne connaissais pas pour pouvoir voir comment ça fonctionnait. Et là, ça avait été très sympa parce qu'effectivement, c'est des gens d'horizons très différents. Puis on parlait peut-être, vu qu'on était chez moi, un peu plus que dans un atelier. Mais ça avait été très rigolo, les échanges en fait que ça avait créé entre les personnes. Et moi, je testais, donc pareil pour le timing. En fait, pour moi, c'était bien de faire ça parce que ça me permettait de voir quel était le bon timing. Mes propositions, si mes textes étaient beaucoup trop littéraires ou trop simples. Ça m'a permis de voir et en fait ce que j'avais vu c'est que dans le groupe il y avait 2 personnes qui étaient venues mais à qui l'écriture ne disait pas grand chose et j'ai vu qu'elles arrivaient quand même en fait à écrire un texte. Donc moi ça m'a rassurée aussi, je me suis dit bon ça va, effectivement ça va vraiment être un médium le thé pour leur permettre d'écrire. En fait ça t'a permis de tester, de te conforter dans l'idée de ce que tu voulais faire. Oui, et puis d'avoir des retours aussi qui m'ont aidé effectivement à bien caler mon timing et puis sur le choix d'été aussi qui m'ont conforté. Donc la deuxième question est une question de Luciole, je pense qu'on en a déjà un peu parlé, c'est comment te sers-tu de la dégustation de thé à tes ateliers d'écriture ? Alors en fait, je m'en sers un peu comme un médium et comme un moyen d'accéder plus facilement à ses émotions, de se reconnecter à soi en fait. L'idée c'est que je choisis des thés qui vont être vraiment très différents les uns des autres pour que les personnes puissent partir dans des univers très différents puis qui vont quand même avoir un lien avec la proposition d'écriture que je vais faire. Et donc je vais choisir des thés qui sont très différents dans l'idée qu'ils parlent assez facilement aux gens, qu'ils puissent tous dans un thé trouver quelque chose auquel se raccrocher et partir dans une direction. Parfois, c'est juste une note du thé qui va leur parler, mais ça va leur permettre effectivement. Parfois, oui, ça va être juste une note du thé qui va les inspirer, mais qui va les déclencher le processus d'écriture. Et puis, hop, c'est parti. Ils partent dans une direction et voilà, ils arrivent à créer. Très bien, merci. Alors maintenant, on va passer à la dernière partie du podcast, qui est la question signature. Donc la question signature, c'est en rapport avec le produit que je propose, qui est le thé matcha. Donc en fait, pour moi, le thé matcha, c'est un moment où je vais me retrouver, me recentrer sur moi-même, m'accorder une pause, ou alors le matin, me donner un coup de boost, mais c'est mon moment à moi. Et j'aimerais savoir, toi, quel est ton moment de pause, ton moment à toi, celui que tu t'accordes ? Bien, ça va être comme toi, effectivement, un moment lié au thé. Et alors, c'est pas toujours facile à faire, hein, je vais être honnête, mais j'essaye dans la matinée de me faire une petite pause de 15 minutes où je bois du thé, mais où mon ordinateur portable, je le ferme. Parce que si je bois mon thé en tapant des mails, je ne prends pas le temps de vraiment l'apprécier, de vraiment en avoir tous les arômes. Quand je me fais une pause lecture, si je bois mon thé en même temps, en fait, je le bois sans vraiment le savourer. Et l'idée, c'est vraiment de fermer mon ordinateur et me faire mon petit moment pour moi avec le thé, qui est un petit peu un rituel. Alors, soit je le fais effectivement avec un petit set à déguster,
soit effectivement je le fais en gong fucha, donc là je fais des infusions multiples et puis je peux le reprendre l'après-midi si effectivement c'est un thé qui permet 5-6 infusions. Mais l'idée c'est de ne faire que ça, ne boire que le thé. Et en fait, il faudrait réussir à se l'accorder ce moment une fois le matin, une fois l'après-midi minimum, parce qu'en fait en se déconnectant de tout, après quand je me remets à travailler, très souvent je me rends compte que je suis beaucoup plus opérationnelle. J'étais en train de ramer à faire un mail, à tourner une phrase dans tous les sens, et puis là pof, ça vient beaucoup plus facilement. C'est en fait vraiment un moment où on se déconnecte, on est juste dans l'instant présent, et c'est un moment où on se reconnecte à soi, où on a des émotions, et c'est vraiment moi aussi de me laisser porter. Parfois, effectivement, un thé, il faut que je le déguste plusieurs fois, même souvent, pour vraiment trouver effectivement quels vont être les arômes, quels vont être... Et d'autres fois, c'est juste me laisser porter, en fait. Voilà, il y a des thés, des fois, j'ai des paysages en tête qui viennent en les buvant, des sensations. Voilà, c'est vraiment un moyen de voyager que je trouve fabuleux. Et puis, c'est un moyen, on peut facilement s'accorder un moment pour soi. Juste en buvant une tasse de thé, je trouve que c'est dommage de s'en priver. Très bien. Mais écoute Nathalie, j'ai beaucoup aimé cet échange autour du thé et de l'écriture. Est-ce qu'on peut te retrouver facilement sur un site internet, ou est-ce que tu proposes des ateliers, comment y participer, les réseaux sociaux? Je te laisse la parole pour le dire à nos auditeurs. Alors, écoute, c'est très gentil. Donc, j'ai un site internet atelier au pluriel.divinité.com où effectivement, je présente un petit peu les différents ateliers que je peux organiser. Et sur les réseaux sociaux, ça va être avec effectivement... le nom c'est Divinité, alors il y a un petit jeu de mots, Divinité c'est T-H-E, et puis voilà, après moi je propose des ateliers en entreprise, mais c'est à la demande en fait. D'accord, et tes ateliers en particulier, c'est en visio et en présentiel ou uniquement en présentiel? Alors je les fais parfois en visio et en présentiel, ou uniquement en présentiel. Je fais aussi en visio parce qu'en fait il y a beaucoup de personnes qui sont loin et qui ont envie effectivement de participer. Je préfère les faire en présentiel parce que voilà, il se passe plein de choses quand on est à plusieurs dans une même pièce. Maintenant, effectivement, voilà, j'ai des demandes aussi en visio, notamment de personnes qui l'ont fait une fois, qui veulent refaire, qui invitent un ou une amie aussi à le faire. Donc, je les fais aussi en visio. Écoute, très bien. Je mettrai tout ça de toute façon en description du podcast sur les plateformes d'écoute. Après, moi, je recommande de toute façon ton atelier thé-écriture parce que je l'ai fait et c'est vraiment très intéressant. Et même les personnes qui ne savent pas écrire ou qui ont peur de ne pas avoir l'inspiration, foncez, vous allez voir, vous allez être surpris. Ouais, merci beaucoup, Gwenaëlle. De rien. Je te souhaite une bonne journée. Toi aussi. Merci à tous d'avoir écouté cette pause podcast. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme d'écoute. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, YouTube et LinkedIn. Et si vous avez des questions ou que vous souhaitez me proposer des prochains invités, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à willange.matcha sur Instagram pour pouvoir poser vos questions au prochain invité. Je vous dis à bientôt dans un prochain podcast.